Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le travail des femmes autrefois, chronique jusque dans les années 1960. Roger Colombier. Le travail des femmes autrefois, chronique jusque dans les années 1960. Du même auteur. Le mouvement ouvrier dans le Mantois, l'Harmattan 2006. Les origines du chemin de fer dans le Mantois, l'Harmattan, 2010. Un cours Le camp oublié, le temps des cerises, 2012. Copyright l'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 96 756 4. EAN 9 782 296 967 564. Si l'on dit que les hommes oppriment les femmes, le mari s'indigne, mais le fait est que c'est le code masculin, c'est la société élaborée par les mâles et dans leur intérêt qui a défini la condition féminine et sous une forme qui est à présent pour les deux sexes une source de tourment. Simone de Beauvoir, 1908 à 1986. Dans la famille, l'homme est le bourgeois. La femme joue le rôle du prolétariat. Friedrich Engels, 1820 à 1895. Avant-propos. Ceci n'est pas l'histoire chronologique du travail des femmes, mais quelques instants sur leur travail à travers les âges. Je les ai écrits à ma manière, celle d'un découvreur autodidacte de l'histoire sociale car je ne détiens aucun diplôme de chercheur ou d'historien en la matière. Pour autant, j'ai toujours été passionné par l'histoire, celle des grands comme celle des plus humbles, avec une préférence naturelle pour le peuple des obscurs pour avoir vu le jour dans une famille ouvrière. Je suis né dans l'ancienne province du Languedoc, d'un père tonnelier et d'une mère au foyer, selon la terminologie accordée à une femme qui ne travaille pas à l'extérieur du domicile familial. Sous ce toit, par l'urgence du quotidien, la lecture ne participait pas à sa vie. Or pourquoi ai-je pu ressentir ce manque au point de dévorer, dès que l'école communale m'en a offert l'opportunité, mes manuels d'histoire, longtemps seuls éléments éphémères de ma bibliothèque. Et depuis ce temps-là, je n'ai eu de cesse de lire, de tout lire, avec une prédilection toutefois pour l'histoire sociale dès mon adhésion au plus ancien des syndicats français. J'ai usé du terme de femme au foyer pour ma mère, terme que je déteste, car il gomme la réalité d'une vie endurée au nom d'une coutume patriarcale des plus rétrogrades envers la condition féminine. Ma mère fut donc cantonnée à élever ses enfants, à tenir le domicile conjugal et à servir son époux, en dépit des fins de mois difficiles dans lesquelles un second salaire aurait facilité le quotidien. Mais non, l'épouse de mon père ne dut travailler qu'épisodiquement, comme saisonnière aux vendanges ou pour la récolte de fruits et de légumes. C'était la coutume dans ma famille, comme si ces hommes, sans ne jamais les avoir lus, épousaient les préceptes de Columel, agronome et grand propriétaire terrien du milieu du 1er siècle après notre ère sur les fonctions spécifiques du mari et de sa femme. Mon père, qui n'était nullement un tyran, ne se rendit pas compte du mal produit. Cela se passa de la sorte chez son propre père et le père de celui-ci, dans ce clos ancestral où les femmes avaient travaillé comme jeunes filles pour un patron, avant d'être épousées et ne plus rien faire. J'ai parlé du peuple des obscurs. Mais je considère que parmi ceux-ci, les femmes tenant le foyer conjugal, ou en plus d'être salariées en dehors, ont donc connu une posture plus subalterne encore, sinon à la connaître toujours. Il est des mythes qui perdurent sur la femme faible par sa constitution et symbole du malheur des hommes sur terre, depuis que, dans la Bible, elle incita Adam à croquer le fruit défendu. Oui, la religion, la littérature, la philosophie, la médecine et les idées des premières organisations ouvrières ont croisé leurs approches pour démontrer l'infériorité intellectuelle et physiologique de la femme. À la Révolution française de 1789, la question de leurs droits civiques ne fut même jamais soulevée au sein de l'Assemblée constituante. Cette réalité fit dire à Madame Roland 1754 à 1793 avant d'être guillotinée. En vérité, je suis bien ennuyée d'être une femme, il me fallait une autre âme ou un autre sexe ou un autre siècle. Je devais naître femme spartiate ou romaine, ou du moins homme français.
Mon esprit et mon cœur trouvent de toutes parts les entraves de l'opinion, les fers des préjugés, et toute ma force s'épuise à secouer vainement mes chaînes. Ô liberté, idole des âmes fortes, aliment des vertus, tu n'es pour moi qu'un nom. Que ces lignes qui vont suivre, à ma manière, puissent dénouer un meilleur chemin pour la condition féminine. De la suprématie masculine. Dans les campagnes, les femmes ont toujours travaillé et pas uniquement dans les travaux domestiques pour bien tenir le foyer conjugal ou éduquer leur progéniture. Effectivement, elles ont été chargées de la fabrication des vêtements, de la corvée d'eau, de la collecte du bois et de la conservation du feu, de la garde des bêtes, comme de la vente sur les marchés des produits agricoles ou des plantes médicinales qu'elles ont glanées. Elles ont aussi participé au labeur saisonnier dans les champs et remplacé totalement leurs maris lorsque ceux-ci embarquaient pour la pêche au long cours, émigraient dans d'autres contrées pour un salaire plus lucratif ou partaient à la guerre. Lorsque les premières cités se forment, les femmes s'associent aussi au labeur de leurs époux, boutiquiers ou artisans, comme elles exercent une activité salariée à demeure ou au dehors. Évidemment, comme leurs sœurs de la campagne, les femmes de la ville s'attellent aux identiques tâches domestiques dans leurs foyers respectifs. Toutes ces activités s'expriment sous la férule de l'époux, du père ou d'un tuteur lorsque les deux premiers sont défunts. Même dans les demeures les plus pauvres, les hommes, seuls, se chargent des affaires de la famille et du quotidien de chacun des habitants. Les dogmes de la religion chrétienne et le poids du patriarcat dans toute la société confortent la prédominance masculine. Ainsi, au cours des siècles, les femmes ne vont pas être les égales des hommes chez elles, dans l'existence et au travail. Et l'histoire démontre que des mâles, prônant pourtant l'émancipation du genre humain, ne seront pas tendres envers elles. Des dogmes de la religion chrétienne. Les pères de l'Église se sont interrogés très longtemps sur la nature de la femme et de son âme. Certes, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il le créa mâle et femelle. Or, Ève fut créée à partir du corps d'Adam et de la première femme sur terre fut commis le péché originel avec la malédiction éternelle qui s'ensuivit. Aussi, la religion chrétienne a-t-elle donné à l'époux le rôle de chef de famille, selon les prescriptions de l'apôtre Paul de Tarse, né vers l'an 8 et décédé vers l'an 65 de notre ère. Dans son épître aux Éphésiens 5.22 à 5.24, il édicte à l'encontre des êtres humains : soyez soumis les uns aux autres comme au Seigneur Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'encyclique Esti Connubium du pape Pie IX nuance ses propos. Mais elle date du XXe siècle, plus précisément du 31 décembre 1930 et mérite d'être connue. Cette soumission d'ailleurs ne nie pas, elle n'abolit pas la liberté qui revient de plein droit à la femme, tant à raison de ses prérogatives comme personne humaine, qu'à raison de ses fonctions si nobles d'épouse, de mère et de compagne. Elle ne lui commande pas de se plier à tous les désirs de son mari, quels qu'ils soient, même à ceux qui pourraient être peu conformes à la raison ou bien à la dignité de l'épouse. Elle n'enseigne pas que la femme doit être assimilée aux personnes que dans le langage du droit on appelle des mineurs, et auxquelles, à cause de leur jugement insuffisamment formé ou de leur impéritie dans les choses humaines, on refuse d'ordinaire le libre exercice de leurs droits, mais elle interdit cette licence exagérée qui néglige le bien de la famille. Elle ne veut pas que dans le corps moral qu'est la famille, le cœur soit séparé de la tête, au très grand détriment du corps entier et au péril très proche de la ruine. Si en effet le mari est la tête, la femme est le cœur, et comme le premier possède la primauté du gouvernement, celle-ci peut et doit revendiquer comme sienne cette primauté de l'amour. Au surplus, la soumission de la femme à son mari peut varier de degré, elle peut varier dans ses modalités suivant les conditions diverses des personnes, des lieux et des temps. Bien plus, si le mari manque à ses devoirs, il appartient à la femme de le suppléer dans la direction de la famille. Cette position du pape, adaptant la situation de la femme dans la société, montre bien les errements perpétrés jusqu'alors. Pour autant, Pie IX édicte que l'homme conserve la primauté dans la famille et que la femme ne doit revendiquer que celle de l'amour, et il n'appartient à celle-ci de diriger le foyer conjugal que si son époux manque à ses devoirs. Dans une nef catholique, jusqu'au XXe siècle, les femmes devront se couvrir la tête, s'asseoir sur les travées de gauche, celle du diable, et se taire comme l'ordonne l'apôtre Paul au 1er siècle.
que les femmes soient silencieuses dans les églises parce qu'il ne leur est pas permis de parler. Si elles veulent être instruites sur un sujet quelconque, qu'elles demandent à leur mari à la maison. Elles marcheront longtemps en queue des cortèges funéraires, derrière la famille du défunt et les hommes. En juillet 2004, le cardinal Joseph Ratzinger, pas encore Benoît XVI mais responsable au Vatican de la Congrégation pour la doctrine de la foi, s'inquiète de voir se construire une identité féminine aux dépens de l'identité masculine. Une première tendance souligne fortement les conditions de subordination de la femme, dans le but de susciter une attitude de contestation. La femme, pour être elle-même, s'érige en rivale de l'homme. Aux abus de pouvoir, elle répond par une stratégie de pouvoir. Toute perspective qui entend être celle d'une lutte des sexes n'est qu'un leurre et un piège. Dès ses débuts au XVIe siècle, l'Église réformée exprime des positions similaires quant à la prédominance masculine. Pour Martin Luther 1509 à 1564, fondateur de cette religion, une femme pieuse et craignant Dieu est un rare bénéfice. Elle réjouit son mari. Elle travaille le lin et la soie, elle aime se servir de ses mains, elle gagne sa vie à la maison. Elle se lève tôt le matin. Ménage et travail sont ses trésors. La pire étiquette que peut avoir une femme, c'est d'être savante. Cependant, la réforme donne aux femmes un accès à l'éducation. Certes, elles ne doivent apprendre à lire que pour pouvoir étudier la Bible et instruire chrétiennement leurs enfants. Or, cela va se révéler comme un progrès incontestable par rapport aux femmes catholiques. Au cours des siècles, même si le pouvoir reste l'apanage des hommes, leur savoir les prépare mieux dans leur rôle de mère et d'épouse dans leur foyer, comme dans la société, bien que l'Église réformée ne les autorise à devenir pasteurs qu'en 1960. Au XIXe siècle, notamment durant la Révolution de 1848, les protestantes expriment leur volonté de prendre des responsabilités dans la société. L'une d'entre elles, Eugénie Niboyet, 1796 à 1883, va publier de mars à juin 1848 La Voix des femmes, un journal quotidien qui réclame l'égalité parfaite entre hommes et femmes avant qu'un pouvoir réactionnaire ne reprenne les guides du gouvernement et ne la force à l'exil. Son journal avait pour sous-titre « Journal socialiste et politique, organe d'intérêt pour toutes les femmes ». Il faut citer aussi l'Union chrétienne des jeunes filles, UCJF, fondée en 1894 sous l'égide du protestantisme, pour soutenir moralement puis ensuite en les logeant, les jeunes provinciales venues à Paris chercher un emploi. Du poids de la coutume patriarcale. Tout au long des siècles, les femmes sont donc chargées des travaux domestiques. Cette faculté, considérée comme naturelle chez le sexe féminin par les anciens, est une vertu essentielle pour le bien-être de la famille et de la société. L'Antiquité attribua donc par nature ces travaux aux femmes. Les Romains reprirent cette théorie définissant le partage de l'humanité entre le sexe fort et le sexe faible, avec la prédominance du premier sur le second. Ainsi, les premiers traités sur l'économie codifient-ils les tâches de chacun. Lucius Lunius Moderatus Columella, dit Columel, agronome et grand propriétaire terrien du milieu du 1er siècle, écrit de Re Rustica. Il théorise sur l'agriculture et l'économie rurale. Extrait de son livre 12. La nourriture et les autres besoins de la vie de l'homme ne se préparant pas dehors et dans les lieux sauvages comme ceux des animaux, mais bien à l'abri et dans la maison, il était nécessaire que des deux époux, l'un sortît et s'exposât aux intempéries de l'air pour se procurer ses provisions par le travail et l'industrie, et que l'autre restât à la maison pour les y serrer et les conserver. De l'autre, il était indispensable qu'une autre personne se trouvât là pour veiller à la garde de nos provisions et s'occuper des autres travaux qui doivent être exécutés dans l'intérieur. Pour mettre à couvert les petits des brebis et des autres animaux, les fruits et les diverses choses qui servent à l'espèce humaine pour sa nourriture et ses vêtements. C'est pourquoi, il était juste que la nature réservât les travaux de la maison à la femme et les fatigues du dehors, ainsi que les excursions lointaines au mari. Ainsi la nature a-t-elle départi à l'homme les chaleurs et le froid à supporter, les voyages, les travaux de la paix et de la guerre, l'agriculture et les services militaires et a-t-elle confié à la femme qu'elle a faite impropre à ses occupations, la gestion des affaires domestiques. Concernant la métayère, Columel lui consacre tout un chapitre sur les préceptes et les choses incombant à elle seule. Extrait. Pour suivre l'ordre que nous avons commencé d'aborder, nous dirons que cette femme doit être jeune,
sans être pourtant à la fleur de l'âge, pour les raisons que nous avons données en parlant de l'âge du métayer. Elle doit avoir une santé florissante, et n'être ni trop laide ni trop belle, car sa force doit lui permettre de supporter l'éveil et les autres fatigues, et sa difformité ne point être pour son mari un sujet de dégoût, pas plus que sa beauté un motif de paresse. Il faudra principalement considérer qu'elle n'est pas adonnée au vin, à la gourmandise, au sommeil, au libertinage, et si elle est assez soigneuse pour se souvenir ce qu'elle fait et pour songer à ce qu'elle doit faire. Au surplus, la métayère s'occupera assez pour que le métayer n'ait à faire dans la maison que le moins de besogne qu'il sera possible, car dès le point du jour, il doit sortir avec ses gens et ne rentrer qu'au crépuscule, alors qu'il est fatigué du travail des champs. Au reste, le service de la maison ne doit pas être tout entier abandonné à la gestion de la femme, mais lui être remis de telle sorte que le métayer le surveille de temps en temps. Par ce moyen, la métayère sera plus diligente en se souvenant qu'il y a près d'elle quelqu'un à qui elle devra rendre compte fréquemment. Columel codifie des textes sur l'agriculture, activité essentielle au 7e siècle avant notre ère, dans lesquels on note qu'un agriculteur doit posséder un bon bœuf et une femme. Les paysannes vont constituer l'essentiel de la population féminine de l'Antiquité au XIXe siècle. Elles sont les épouses des fermiers, des laboureurs ou des journaliers. Elles ont été les femmes des esclaves et des serfs. Mais toutes vont dépasser les fonctions que leur attribue le sexe fort. Elles vont s'acharner à tout type de travaux agricoles et conserver les fruits de la terre. Elles vont être employées surtout aux labeurs les plus pénibles et lorsqu'elles deviendront salariées, leur solde sera toujours fortement minoré. Mais pas question de délaisser le foyer de son époux ou de son père. En effet, comme l'écrit au XVIe siècle, le jésuite espagnol Luis de León, la femme doit toujours être présente dans tous les recoins de la maison. Les femmes des villes ne sont pas mieux loties. Elles vont être pour la plupart épouses d'ouvriers, et à un degré moindre celles d'un artisan ou d'un boutiquier. Comme leurs sœurs paysannes, elles s'attellent à ces tâches domestiques que la nature, selon Dieu et les hommes, leur a dévolues. Et elles connaîtront, dans le clos des cités, les ouvrages laborieux et sous-payés dans une fabrique ou un atelier. Or, cette discrimination ne semble pas contrarier quelques femmes d'esprit, telles Madame de Staël, 1766 à 1817, écrivant « On a raison d'exclure les femmes des affaires publiques et civiles. Rien n'est plus opposé à leur vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalité avec les hommes, et la gloire elle-même ne saurait être pour une femme qu'un deuil éclatant du bonheur. » Et Friedrich Nietzsche, 1842 à 1900, dans Par-delà le bien et le mal, dénonçait aussi faire erreur sur le problème fondamental, celui de l'homme et de la femme, nier l'abîme qui les sépare et la nécessité d'un antagonisme irréductible, rêver qu'ils puissent avoir des droits égaux, une éducation identique, les mêmes prétentions et les mêmes devoirs, c'est un signe infaillible de platitude d'esprit. Voici la femme cantonnée dans une posture mineure pour longtemps. Même François Rabelais, né après 1483 et mort en 1553, présenté comme un humaniste, écrit « Quand je dis femme, je dis un sexe tant fragile, tant variable, tant inconstant et imparfait que nature me semble s'être égarée de ce bon sens pour lequel elle avait créé et formé toute chose quand elle a bâti la femme. Certes, Platon ne sait en quel rang l'admettre, ou des animaux raisonnables ou des bêtes brutes. » Jean-Jacques Rousseau, 1712 à 1718, dans Émile ou de l'éducation écrit également « La femme est faite pour plaire à l'homme. La dépendance est son état naturel, l'assujettissement son lot. Jeune, elle doit s'accoutumer à n'avoir ni goût ni volonté. Elle ne peut sentir de trop bonheur qu'elle n'ait rien au regard de l'homme, que l'homme est le maître, que pour elle sa destinée est de céder, d'obéir, de tout subir, même l'injustice. Les hommes à l'extérieur, les femmes à l'intérieur, telle est la loi de la nature. » Plus tard, au nom d'arguments scientifiques, la médecine s'en mêle. En 1816, le docteur Vaquet affirme que les femmes doivent leur manière d'être aux organes de la génération, en particulier à l'utérus. En pleine Révolution française, l'Assemblée nationale reçoit une pétition des facteurs. Ces hommes se plaignent de devoir obéir à une femme lorsqu'elle devient veuve d'un maître des postes. En effet, héritant de sa charge, elle devient maîtresse des postes, un privilège que la nation doit abolir. De l'influence de Pierre-Joseph Proudhon sur le mouvement ouvrier français. La révolution industrielle secoue la France rurale à partir de la moitié du XIXe siècle et va modifier la société dans ses fondements.
Les campagnes vont débuter leur désertification avec l'arrivée du machinisme agricole dans les labours. Les usines vont être dévoreuses de plus en plus d'ouvriers, et le prolétariat urbain va remplacer celui de la paysannerie dans la société. Le XIXe siècle voit l'essor du capitalisme industriel et aussi la prolétarisation du peuple. C'est la formation de la classe ouvrière, mais c'est également la présence des femmes dans la division sexuée du travail au sein de cette classe. Le recensement de 1856 dénombre 30% de femmes dans la population industrielle. En 1896, ce chiffre augmente avec 30% de personnel féminin dans la seule industrie chimique, 73% dans les filatures ou la confection. En 1906, 2 662 000 femmes travaillent en France. Cette présence, auparavant quasiment invisible, va à l'encontre des théories précédentes. En effet, même minoritaires dans le monde des usines, les femmes se montrent autrement que l'idéologie masculine les croyait cloîtrées, passives et effacées, à tout jamais. De plus, les plus évoluées d'entre elles, notamment lors de la Révolution de 1848 ou sous la Commune de Paris en 1871, font apparaître l'exploitation particulière due à leur sexe, faible salaire, exclusion de certains métiers et double journée de travail pour un employeur et à la maison. Par rapport à la faiblesse de leur rémunération, un industriel du textile dans le Nord écrit en 1827 « Par des instructions sagement combinées, on peut répandre sur le sexe faible des connaissances et des talents qui créeront la concurrence la plus avantageuse entre le travail des hommes et celui des femmes. » Ainsi, dans l'industrie à la fin du XIXe siècle, les salaires des femmes sont-ils moitié moins que ceux des hommes pour un même labeur. Or, sauf pour quelques partisans d'Auguste Blanqui 1805 à 1881, socialiste révolutionnaire favorable à une égalité homme-femme, le mouvement ouvrier français est sous l'influence de Proudhon 1805 à 1865. Certes, Karl Marx 1818 à 1833, puis ensuite Friedrich Engels 1820 à 1895, dans L'origine de la famille, de la propriété et de l'État, démontre que l'oppression des femmes est une reproduction de l'exploitation de la classe ouvrière. Or au Congrès de Genève de la Première Internationale ouvrière en 1866, les proudhoniens sont prépondérants. Au Congrès de Paris en 1867, malgré que Proudhon ne soit plus de ce monde, il s'exprime toujours contre le travail des femmes. Au nom de la liberté de conscience, au nom de l'initiative individuelle, au nom de la liberté de la mère, laissez-nous arracher à l'atelier qui la démoralisera et la tue, cette femme que vous rêvez libre. La femme a pour but essentiel d'être mère de famille, la femme doit rester au foyer, le travail doit lui être interdit. En France, Proudhon reste longtemps le maître à penser de ces militants formant l'ossature des premières associations ouvrières. Comme lui, il prône la supériorité du genre masculin et rejette les femmes du travail car avec leur faible rémunération elles prennent la place des hommes. Enfin, le sexe féminin est suspect de fréquenter l'Église et d'être soumise donc à son influence néfaste. La position de Proudhon sur la femme est sans ambages. Dans son livre de la justice dans la Révolution et dans l'Église, paru en 1858, il la décrit comme un diminutif d'homme. Extrait. La femme inférieure à l'homme en force physique, lui est inférieure au point de vue de la production. Qu'on ne vienne plus nous parler encore longtemps du droit du plus fort, ce n'est là qu'une misérable équivoque à l'usage des émancipés et de leurs collaborateurs. La femme est tellement empêchée par les charges mêmes de la sexualité, qu'il ne lui reste presque aucun temps pour le travail productif. Sans parler de ces ordinaires qui prennent 8 jours par mois, 96 jours par an. Il faut compter pour la grossesse 9 mois, les relevailles 40 jours, l'allaitement 12 à 15 mois. En tout 7 ans pour un seul accouchement, supposant 4 naissances à 2 années d'intervalle, et 12 ans qu'emporte la femme à la maternité. La femme par sa faiblesse organique et la position intéressante où elle ne manquera pas de tomber, pour peu que l'homme s'y prête, est fatalement et juridiquement exclue de toute direction politique, administrative, doctrinale, industrielle. Michel Perrault, dans Les femmes ou les silences de l'histoire, révèle les interventions de militants du mouvement ouvrier à cette époque. Le lot de la femme est la famille et la couture. À l'homme le bois et les métaux, à la femme le foyer et les tissus. La femme ne sait pas se défendre au travail et c'est logique puisque travailler n'est pas son œuvre naturelle. Ou la citation d'un anarchiste,
la place de la femme est dans son ménage, où tant de soins de chaque jour l'appellent et non dans une usine ou un atelier, où le plus souvent patron, contremaître et ouvrier n'ont pas du tout le respect et la retenue que la femme devrait toujours inspirer. Il existe aussi l'idée que le salaire du chef de famille est suffisant pour nourrir son foyer, sous peine sans doute que l'homme se parjure par rapport à sa posture dominante dans la vie. Le sociologue P.H. Chambard-Delot, dans la vie quotidienne des familles ouvrières, thèse de lettres parue en 1956, souligne que plus de 60% des ouvriers préfèrent que leurs épouses restent à la maison au lieu de travailler au dehors, s'ils en avaient le choix. Au Congrès ouvrier de Marseille en 1879, la question de la femme au travail revient dans les discussions des délégués. Mais ce n'est que pour reléguer le personnel féminin vers des travaux que les hommes n'effectuent pas traditionnellement, comme ceux de l'aiguille, ou plus globalement ceux de l'industrie textile. Il faut attendre 1892 et l'intervention de la Fédération syndicale des ouvrières et ouvriers des manufactures de tabac, réclamant une augmentation de salaire pour les travailleuses de cette industrie. Il est vrai qu'elles sont majoritaires dans cette profession. En 1895, lorsque la Confédération générale du travail naît, les choses n'évoluent guère pour les travailleuses. À cette époque, la CGT est recluse dans un seul bureau à la Bourse du Travail de Paris. Elle a d'autres priorités. D'abord que la Fédération nationale des bourses du travail adhère à son organisation. Elle doit également accroître son influence dans le monde masculin du travail, majoritaire dans cet univers. Certes, dès 1900, la CGT commence à mettre en place des commissions féminines dans ses structures. Mais dire que disparates et inégales en leur forme, elles ont l'aval de l'ensemble des militants de la Confédération serait pur mensonge. Il faut l'entrée en guerre en 1914 pour remarquer une évolution notable. Durant ce conflit, les femmes vont suppléer à leur poste de travail les hommes appelés sur le front. Ainsi, vont-elles accéder à un labeur inimaginable pour leur sexe jusqu'alors, dans la métallurgie ou à la conduite des tramways par exemple. Dans les bureaux, elles se voient parfois devenir responsables du personnel féminin. Elles vont aussi s'engager dans les grèves des années 1917 à 1918, et aller à l'encontre des préjugés sur la passivité due à leur sexe. Cependant, le salaire des femmes va être considéré encore comme salaire d'appoint. En 1919, les femmes, appelées à faire fonctionner le pays durant la Première Guerre mondiale, sont renvoyées dans leur foyer avec la consigne de repeupler le pays. La crise économique de 1929 amène aussi des mesures autoritaires à leur encontre, comme l'interdiction de concourir aux examens de l'administration en 1931 ou le licenciement des employés âgés de plus de 45 ans dans les PTT. Le congrès de la CGT en 1921 officialise l'organisation de structures féminines. Mais c'est la CGTU, scission des communistes et anarchistes de la Confédération en 1922, et la création de la CFTC en 1919 qui font évoluer vraiment les mentalités masculines. Dans la CGTU, Marie Guillot est élue au bureau confédéral en juillet 1922 et son organisation provoque 3 conférences de femmes en 1923, 1925 et 1927. Pour l'heure, 44,8% des femmes travaillent et la plupart forment une main-d'œuvre des plus exploitées. Or avant tout, elles sont épouses et mères pour l'équilibre du foyer. Le travail salarié, par sa dureté et son caractère antinaturel, participe au déséquilibre de la société. Par ailleurs, ouvrières des villes et des campagnes sont des concurrentes pour leurs homologues masculins à cause de leur faible rémunération. Quant à des théoriciens du mouvement ouvrier, sous couvert d'arguments humanitaires ou scientifiques, leur objectif est également de privilégier l'emploi masculin et le retour des femmes dans le giron familial. Sous l'Ancien Régime. Vers 1268, Étienne Boileau, prévôt de Paris, établit le premier recueil de règlements sur les métiers parisiens. Recommandation lui en a été donnée par Louis IX pour mettre de l'ordre et la paix dans les diverses corporations existantes. Il convoque en 1261 les gens de métier pour les engager à se former en communauté et rédiger leurs statuts, afin d'organiser et défendre leur profession. Les statuts établis, le prévôt de Paris les compile dans le livre des métiers. Cela concerne plus d'100 de professions spécifiques à Paris.
Mais les cités importantes du royaume adoptent de pareilles dispositions, exception faite de certaines particularités locales. Avant cela, les conditions du travail en Gaule dès la chute de l'Empire romain puis sous les Mérovingiens et les Carolingiens, sont imparfaitement connues. Peu d'écrits résultent de ces époques. Mais les corporations existèrent avant le Moyen Âge pour perpétuer leur métier et se défendre. D'ailleurs, le prévôt de Paris, en auditionnant leurs dignitaires, entend s'évoquer des règlements et des traditions remontant à Charles Martel. La Révolution française, avec le décret du 14 juin 1791, abroge définitivement le système des corporations. Au Moyen Âge, la grande majorité des sujets du roi appartient à la paysannerie. Elle survit en autarcie dans des bourgs et des hameaux, produit sa nourriture et rapporte de la ville bêtes et outils achetés à la foire. Aucune corporation parmi les paysans soumis à des impôts de toutes sortes et à leurs seigneurs. Et dans ce peuple misérable, les femmes le sont encore plus, épuisées par des grossesses multiples et le labeur dans la chaumière ou dans les champs. Dans les caractères ou les mœurs de ce siècle, Jean de la Bruyère 1645 à 1696 nous délivre l'image de cette misère. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus dans les campagnes, noirs, livides et brûlés de soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent ou qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur les deux pieds, ils montrent une face humaine, et en effet ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et mériteraient ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. Au XIIIe siècle et dans les suivants, l'agriculture est le principal employeur des sujets du royaume de France. Et il existe une différence fondamentale entre la paysannerie et les travailleurs urbains. Certes, dans la cité, les corporations placent aussi le travail sous les mains de l'Église et du roi. Ainsi en témoignent les statuts des drapiers de Mantes-la-Jolie au XVIIe siècle, stipulant que nul ne pourra y être reçu, qu'il ne fasse profession de la religion catholique apostolique et romaine. Or un maître artisan possède un métier ou son atelier, reçu par son père, acheté ou obtenu par grâce royale. Le compagnon, l'ouvrier, aspire à la maîtrise après un examen et avoir épousé la fille du maître ou sa veuve. L'apprenti, lui, caresse ce même espoir et rétribue le maître durant son apprentissage. Dans cette stricte organisation, la situation de la femme, de par sa posture subalterne dans la société, se détermine exclusivement par celle de son mari, ce dernier compagnon, elle devient ouvrière ou domestique, son époux maître artisan, elle s'associe au labeur du métier ou de la boutique et très rarement, à cause de son sexe et des emplois lui étant réservés ou interdits, elle peut accéder au titre de maîtresse. Chrétien de Troyes, né vers 1135 et mort vers 1185, dans la complainte des tisseuses de soie nous délivre leur sort. Toujours des draps nous tisserons, et n'en seront pas mieux vêtus, toujours seront pauvres et nus, et toujours faim auront. Jamais tant gagnés ne sauront que mieux en ayant à manger. Du pain en avons sans changer, au matin peu et au soir moins. Des nuits grand parties veillons, et tout le jour pour y gagner. On nous menace de nous rouer, nos membres quand nous nous reposons, ainsi reposer nous n'osons. Corporation ou jurande. Elles tiennent une place importante dans la vie économique de la cité. Elles vont codifier leurs activités dans le but essentiel de protéger le métier et la notoriété des maîtres, et par conséquent leurs revenus. Les statuts sont votés et amendés par l'Assemblée des maîtres d'une même profession. Placés sous la sainte garde de l'Église, ils sont aussi soumis à l'approbation royale. Les occasions de conflit sont fréquentes dans un même métier, pour le bien public, contre les malfaçons ou le défaut d'hygiène notamment dans l'alimentation. Des procès sont également intentés entre deux corporations voisines, dont l'activité de l'une peut empiéter sur celle de l'autre, entre boulangers et pâtissiers, orfèvres et joailliers par exemple. Le métier est également en justice contre les marchands forains et les professions dites libres, ou contre celui qui s'honore d'appartenir à la corporation sans en posséder le brevet de maître. Dès lors, dans cette société inégalitaire qui a décidé l'incapacité juridique de la femme, les hommes dirigent la grande majorité des corporations. Mais ils vont contrôler aussi les métiers réservés au sexe féminin.
gestion de la communauté avec des prud'hommes et des prudes femmes, prélèvement de droits à l'inscription des apprentis ou de la réception d'une maîtresse à son brevet, recouvrement des amendes en cas d'infraction au statut. Et la maîtresse, personne mineure dans la société, ne peut signer un contrat avec une apprentie sans l'aval de son époux. Les corporations exclusivement féminines sont aussi inégalitaires. Le système de production est toujours basé sur la distinction et la hiérarchie. Il n'y a aucune convergence d'idées ou d'associations entre lingères et couturières par exemple, ces dernières se présentant comme l'unique communauté des ouvrières qui existe en France et rabaissant les premières dans une classe inférieure. Pour autant, les corporations de femmes vont fournir l'occasion à celles-ci de se forger une identité, de pouvoir se défendre dans cet univers gouverné par les hommes et d'émettre des nouveaux droits pour leur sexe, même si la suprématie de l'Église et du roi, comme celle naturelle de l'homme, n'est jamais remise en cause. La place des femmes dans les métiers urbains. Le livre du Prévost de Paris désigne des métiers féminins tels ceux utilisant la soie ou l'or comme matériaux. Or, dès que cela va entraîner une forte rémunération, les hommes vont les accaparer. Et au fil des siècles, les emplois réservés au sexe féminin vont se rétrécir à être lingères ou blanchisseuses, occupations que les femmes effectuent déjà dans leur propre foyer. Même après la mortalité causée par la peste noire, les corporations, exclusivement masculines, vont viser à restreindre de plus en plus l'exercice du métier aux femmes et surtout leur accès à la maîtrise. Au XVIIIe siècle, la grande majorité des statuts ne fait plus référence qu'au genre masculin pour être apprenti, compagnon ou bien maître. Les archives municipales de Mantes-la-Jolie en témoignent pour l'année 1662 sur 38 corporations, pas une femme compagnon ni comme maîtresse. Or, le livre des métiers à Paris ou les archives municipales de Strasbourg accordaient au XIIIe siècle des activités, bonnetterie, chapellerie, lingerie ou confection d'habits au sexe féminin. Et toujours à Strasbourg figuraient dans ces métiers dits mixtes des orfèvres, des charretières, des marchandes de grains, des jardinières et même des forgeronnes. D'ailleurs, Turgot, intendant général de Louis XVI, s'en émeut et lui soumet un édit en février 1776. L'esprit de monopole qui a présidé à la confection de ces statuts a été poussé jusqu'à exclure les femmes des métiers les plus convenables à leur sexe, tels que la broderie qu'elles ne peuvent exercer pour leur propre compte. Nous ne suivrons pas plus loin l'énumération des dispositions bizarres, tyranniques, contraires à l'humanité et aux bonnes mœurs, dont sont remplis ces espèces de codes obscurs. Nous voulons en conséquence abroger ces institutions arbitraires qui repoussent à un sexe à qui sa faiblesse a donné plus de besoins et moins de ressources, et qui semblent, en le condamnant à une misère inévitable, seconder la séduction et la débauche. Or Turgot tombe en disgrâce en mai 1776. Les métiers réservés aux femmes. Si le livre des métiers recense des batteuses d'or, de soie, d'étain, des créatrices de chapeaux d'or, des peigneuses, des tresseuses et des sages-femmes, les activités liées à l'or, la soie ou l'étain vont vite être accaparées par les hommes. Quant aux peigneuses et tresseuses, elles subsisteront sous la coupe des barbiers, les sages-femmes sous celle des chirurgiens. Ainsi en témoignent les archives municipales de Mantes, au XVIIe siècle, pour Catherine Février, depuis 10 ans sage-femme à Épône, bourg voisin de Mantes-la-Jolie. Pour exercer dans cette ville, elle doit repasser son brevet, en présence de M. Jean Deslandres et Charles Santerre, docteur en médecine, Nicolas Robert et François Baquet, maître chirurgien. Jugée apte par ce jury exclusivement masculin, elle est reçue à exercer les fonctions de sage-femme et matrone en cette ville après qu'elle a fait le serment de s'y bien et fidèlement comporter. En outre, elle devra accoucher gratuitement 2 pauvres femmes de cette ville par année, et de se rendre par devers messieurs les curés de cette ville pour les informer de sa réception et recevoir d'eux telle instruction qu'il appartiendra. La veuve Lemaire, exerçant elle aussi dans une bourgade voisine et qui s'était installée à Mantes, sans être passée devant le jury, se voit condamnée à ne plus continuer et à 10 livres d'amende, et en cas de récidive à plus grande peine. Il faut noter, comme l'écrit Leroy-Ladurie, qu'une maisonnée d'artisans gagnait 43 sols par jour et dépensait 36 sols pour se nourrir. C'est dire l'importance de l'amende prononcée. En 1675, n'existe à Paris que des maîtresses parmi les lingères, 700 à 800 sur 3000, les bouquetières, à peine 80, les couturières, 1700 à 1800 sur 3000 et les linières chanvrières. En 1786, le nombre de maîtresses diminue parmi les lingères et la chute est considérable pour les couturières.
Au fil des siècles, les corporations féminines vont être restreintes pour la plupart aux métiers du textile, de l'alimentation, de la beauté ou de la santé avec les sages-femmes, activités cédées au sexe faible par la nature. Néanmoins, un édit de Louis XIV jugea bienséant et convenable à la pudeur et à la modestie des femmes et filles, de leur permettre de se faire habiller par des personnes de leur sexe quand elles le jugeraient à propos. Les métiers mixtes. Certaines corporations ne sont pas réservées à un sexe particulier, comme celle des tissutiers et rubaniers à Paris en 1475. Les femmes accédant à la maîtrise y acquittent un droit de 12 sols parisis comme les hommes. Et les statuts de dire que les femmes et les hommes sont traités pareillement dans l'exercice de la profession. Les métiers dits libres. Certaines, ne possédant pas de statut, n'ont pas de hiérarchie dans le métier considéré. Le pouvoir royal a essayé au cours des siècles que toutes les corporations en aient, pas pour l'ordre public, mais dans un but exclusivement fiscal. Il n'y est pas toujours parvenu. Mais sauf quelques exceptions notables, telles en 1755, à Rennes, la centaine de blanchisseuses, ces métiers libres sont exercés par de petits artisans secondés par leurs femmes et leur progéniture, laquelle travaille dès qu'elle est en force de le faire. Ces familles sont très pauvres et bien souvent l'épouse entreprend une activité complémentaire ou saisonnière, en plus du labeur de son mari et de l'ouvrage dans son foyer. Pour le reste, les femmes sont utilisées comme domestiques dans une maison noble ou servantes dans une auberge. Certaines y ont été placées avant d'être mariées. Cette situation est le principal débouché féminin. Elles sont également marchandes des 4 saisons ou de vêtements usagés, des videuses ou ourdisseuses. D'autres s'occupent de buvettes ambulantes ou se louent comme porteuses d'eau. Bref, ces labeurs sont peu rémunérés, sans ascension sociale et apparaissent comme un complément à la survie d'un foyer ouvrier. Et jamais, ils ne peuvent subvenir à faire vivre une femme seule chargée de famille. Il faut noter aussi les procès des corporations agréées contre ces petits commerces, fixes ou ambulants. Il y a également des affaires intentées en justice, à l'encontre de femmes besognant clandestinement hors des statuts de la corporation. Le poids des hommes. Malgré qu'une femme seconde son époux, artisan ou commerçant, elle est son assistante, même dénommée communément maîtresse. Et au décès de son mari, elle ne peut jamais prendre sa succession. Les archives municipales de Mantes-la-Jolie révèlent le cas de Sébastienne Ribaud, veuve d'Hilaire Gosselin. Âgée de 20 ans et fille d'un marchand mercier, elle se marie en 1708, son époux étant épicier mercier chandelier cirier et âgé de 34 ans. Celui-ci va être juré dans sa corporation, c'est-à-dire qu'il effectue 4 visites annuelles chez les maîtres de sa profession, afin de vérifier que leur poids et mesure sont conformes aux règles et leurs marchandises bonnes et loyales marchandes. Hilaire Gosselin meurt en octobre 1741 à l'âge de 67 ans. Sa veuve, sans héritier mâle, assume la charge de son commerce durant une année, assistée de Guillaume le Nouvel, âgé de 29 ans, fils d'un marchand rouennais et commis de son mari depuis 1733. En octobre 1742, la corporation, réunie en assemblée générale, décide que le commis devienne maître, sans qu'il n'ait accompli le chef-d'œuvre en tel cas requis et accoutumé. La dite assemblée le reçoit ainsi pour avoir travaillé avec le sire Gosselin pendant plus de 9 ans et qu'il est suffisant et capable et avoir les qualités requises par nos statuts. La corporation se met en règle avec ses statuts, puisque la charge de maître ne se lègue qu'à un fils âgé de 20 ans. La veuve Gosselin a tenu boutique un certain temps, en raison d'un privilège accordé à l'épouse d'un maître, doublé d'avoir à ses côtés l'ouvrier confirmé de son défunt mari. Le droit considère la femme comme un être incapable qu'il faut toujours protéger par un père, un mari, un frère ou un tuteur désigné par la société ou la corporation. Guillaume le Nouvel, intronisé maître épicier, va donc pouvoir tenir le commerce de son ancien patron. La morale semble être sauve, puisque Sébastienne Ribaud l'épouse en juin 1743 pour redevenir maîtresse. Or, ce n'est qu'un artifice de prestige, la corporation ne désignant que des maîtres de sexe masculin. Le contrôle masculin des corporations féminines. Cette autorité absolue de l'homme sur la femme, détenue de Dieu et du droit romain, s'impose dans le travail. Les actes passés par une maîtresse ne peuvent être signés qu'avec l'accord de son mari ou d'un tuteur qualifié, si l'époux est défunt.
Dans les corporations mixtes, les femmes maîtresses apparaissent comme membres de second rang sur leurs homologues masculins. Ainsi n'exercent-elles leur magistère que sous la surveillance d'un conseil judiciaire de prud'hommes. Dans le métier d'érubanier, où les femmes sont majoritaires, le conseil est composé de 3 prud'hommes et de 3 prudes femmes. La fileuse à petit fuseau ne peut engager une apprentie qu'avec l'accord des maîtres masculins du métier et par devant les prudes femmes du métier, lesquelles sont minoritaires. Dans certains métiers, l'accession à la maîtrise n'est donnée qu'aux veuves de maître et l'apprentissage réservé aux filles de maître. De toutes les façons, quelle famille du peuple peut acquitter pour sa fille le droit d'entrer pour être apprentie, rémunérer la rédaction du contrat d'embauche et rétribuer le savoir dispensé par le maître? Rares en fait sont-elles, sauf dans les métiers dits mineurs et peu rémunérateurs. Dans les métiers exclusivement féminins, les maîtresses élisent des jurés pour régler leurs différends. Or, ces prudes femmes officient avec des prud'hommes désignés par le prévôt des marchands. N. Bachelet, dans son mémoire en DEA, cite un paragraphe des statuts du corps des fileuses à Grand Fuseau de Paris. Au métier de vendit à 2 prud'hommes jurés et assermentés de par le roi, lesquels le prévôt de Paris met et ôte à sa volonté. Or, ce qui apparaît pour un contrôle judiciaire s'opère à tous les niveaux dans l'organisation du métier. Travail et salaire des ouvrières. Que l'on soit homme ou femme, le travail débute au son du cor du guet du Châtelet dans Paris. L'hiver, il se termine à la nuit tombante, aux vêpres du soir, d'où l'expression véprée pour symboliser ce temps de repos. L'été, il s'achève accompli aux alentours de 8 heures du soir, durant le carême à 5 heures du soir. On ne travaille ni dimanche ni jour de fête religieuse, mais c'est autant de manque à gagner pour les ouvrières. Certaines professions prohibent le travail de nuit, pour économiser l'huile des lampes et le suif des chandelles. Par contre, les chapelières en fleurs travaillent nuit et jour pour servir les gentilshommes, article 7 de leur statut. L'âge pour débuter dans une profession n'est précisé dans aucun statut, sauf dans celui des fileuses parisiennes à petit fuseau. Nulle maîtresse de ce métier ne peut prendre une apprentie de moins de 6 ans. Aucun salaire n'est signalé dans les statuts des métiers à Paris. L'on sait seulement que l'ouvrier, femme ou homme, se loue sur un tarif fixé à l'amiable pour 1 semaine, 1 mois, 6 mois ou l'année et que la période d'essai n'est pas rémunérée. Par contre, les amendes sont codifiées dans pratiquement toutes les corporations. Il est à noter également que nombre d'ouvrières mettent leur bébé en nourrice pour travailler après leur accouchement. Les recherches entreprises par Michel Jeanne sur les nourrices de Drocourt, petite bourgade du Vexin français au XVIIIe siècle, démontrent qu'une majorité de nourrissons provient des quartiers populaires de Paris, notamment du faubourg Saint-Antoine. Bouquetière et chapelière en fleurs de Paris au XVIIIe siècle. Au XIIIe siècle, le livre des métiers du prévôt de Paris désigne 2 corporations bien distinctes, les chapeliers en fleurs et les bouquetières, cette dernière essentiellement féminine avec néanmoins des jurés masculins et des prudes femmes. Les recherches de Sabrina Cauchy montrent qu'au XVIe siècle, ces 2 professions se sont regroupées dans un seul corps de métier, celui des bouquetières et chapelières en fleurs dont la hiérarchie ne comprend plus que des maîtresses. La profession se réunit une fois l'an dans l'église Saint-Lefroy pour élire 4 jurés parmi ses maîtresses, dont une femme mariée et une fille majeure ni mariée ni veuve, qui prêtent serment devant le procureur du roi. Elle vote aussi des amendements à ses statuts. Bouquetières et chapelières en fleurs font commerce de bouquets, de couronnes et de guirlandes en fleurs naturelles, derrière un étal ou en déambulant sur les boulevards, les places de marché dont celui des Halles, dans les lieux de promenade comme le Pont-Neuf, à la porte des salles de spectacle ou devant les endroits huppés de Paris. Leurs clients sont des passants ou des chalands, les églises pour ces cérémonies rituelles comme la Saint-Jean ou la Fête-Dieu, la noblesse et la bourgeoisie. Malgré leur petit nombre, les bouquetières et chapelières en fleurs sont structurées comme une corporation masculine. Au sommet de la hiérarchie, les maîtresses jurées, avec tout pouvoir sur l'ensemble des maîtresses, 80 au total, gèrent l'organisation de la communauté et la qualité de la marchandise, interdiction de vendre des fleurs vieilles ou fanées, interdiction d'utiliser du cantil, fil de fer fin et torsadé qui fixe fleurs, couronnes et guirlandes. Les femmes compagnons possèdent leurs brevets. Les apprentis sont logés et nourris chez leur maîtresse. Pas plus de 2 apprentis par maîtresse. Elles sont présentées par leurs parents qui signent un engagement de 6 ans. L'apprentissage est couronné par un chef d'œuvre floral jugé par 4 jurés et 4 bouquetières en titre.
Les stratégies et les comportements économiques des corps de métier féminins sont tout à fait comparables à ceux des professions masculines. La fille ou la veuve ne peut pas hériter du commerce de son père ou de son époux défunt. La charge de maîtresse n'est pas léguée à un fils ou à son veuf. Or, la bouquetière demeure inférieure à son mari dans le foyer, même quand celui-ci détient une qualification professionnelle moindre ou égale. D'autre part, la femme reste aussi définie par rapport à son époux. Elle est femme de ou veuve de. 88% des bouquetières et chapelières en fleurs sont mariées ou veuves. Mais pour une ouvrière mariée, son salaire n'est qu'un revenu d'appoint. Pour le reste, c'est la survie pour la veuve chargée de famille. Il en est autant dans la hiérarchie, selon qu'une maîtresse ait épousé un gagne-denier, le maître d'un autre métier ou un bourgeois. La corporation lutte contre les marchandes à la sauvette, pratiquant un commerce moins honnête et souvent immoral. Elle réactualise ses statuts pour combattre cet état de fait. Or, en 1770, une vingtaine de bouquetières et chapelières en fleurs, officielles ou officieuses, sont arrêtées en tant que filles du monde. Il est à noter, pour être des classes populaires, l'élan révolutionnaire des bouquetières et chapelières en fleurs en 1789. Elles vont offrir des couronnes de fleurs gigantesques lors des funérailles de Mirabeau ou pour l'apothéose de Voltaire. Et l'histoire de France retient Louise Marguerite Chabry, jeune bouquetière de 17 ans au Palais Royal. Elle est de la Marche pour le pain, à Versailles en octobre 1789. Reconnue pour ses talents d'oratrice dans la fièvre révolutionnaire des assemblées du peuple, elle est désignée pour présenter les doléances des femmes au roi, mais assommée par la fatigue et l'émotion, elle s'évanouit. Il n'empêche, les bouquetières et chapelières en fleurs, dans ce monde corseté par le sexe masculin, ont su conquérir une place dans la société inégalitaire de l'époque. Par le biais de leur statut, de leurs bureaux de placement et de leurs institutions charitables propres à leur sexe, elles vont se forger une identité. Leur profession va décliner en 1776, dès que les métiers vont être déclarés libres par Louis XVI et peu d'ouvrières passeront le brevet de maîtrise. En effet, la corporation va se trouver concurrencée par les marchands et marchandes de mode, commercialisant des plumes, de la soie, de la dentelle et surtout des fleurs. La corporation des lingères parisiennes. C'est l'une des plus anciennes sur la place de Paris. Et même si de rares hommes pratiquent ce métier, ces jurés vont être toujours de sexe féminin. Son origine remonte à Louis IX, 1214 à 1270. Selon Jacques Savary des Brulons, 1656 à 1716, inspecteur général des douanes et auteur du dictionnaire du commerce, ce roi autorise d'étaler leurs marchandises près du cimetière des Innocents, le long du mur placé en face des halles, à de pauvres, filles d'une conduite suspecte, à qui on accorde des lettres de maîtrise pour les tirer d'un commerce moins honorable que celui de la lingerie. Quoi qu'il en soit, elles se forment en jurande et acquièrent le titre de marchande par une charte de 1293. En 1382, Charles VI les autorise de se mettre en confrérie en l'honneur de Dieu et de la Vierge Marie, et sous la protection de Sainte Véronique. Henri IV, en septembre 1594, confirme les 23 articles des statuts des toilières, lingères, canvassières. L'article 1er énonce que nul ne pourra être reçu maîtresse toilière, lingère, ni vendre toile et canevas en cette ville de Paris, ni tenir boutique sans qu'elle n'ait été apprentie chez les maîtresses de cette ville, le temps et l'espace de 3 ans ou plus. Et le dit temps d'apprentissage fini et expiré, les apprentis seront tenus de servir encore 2 ans comme filles de boutique ou servantes. Veuves ou célibataires, elles sont dénommées des noguettes. Voilà leur métier installé et disséminé en 659 boutiques dans Paris, une par maîtresse au XVIIe siècle. Elles ont l'exclusivité de la vente de nappes, draps, serviettes, mouchoirs, pièces de vêtements et de linge d'église. Les lingères de bon ton ouvrent leur commerce à même le palais de justice, dans la galerie Mercière. De 1595 à 1645, un interminable procès les oppose à la corporation des teinturiers à qui elles reprochent de vendre des toiles écrues sans l'assistance des jurés de leur jurande. L'arrêt de mars 1645 met fin à ce très long litige. Les lingères peuvent tenir commerce dans la halle aux toiles de Paris et jusqu'à 80 km à la ronde. Les teinturiers, eux, ont droit de vendre dans cette place, mais de n'acheter leurs marchandises qu'à 30 lieues de la ville. D'autre part, tout ballot d'un teinturier ou d'un marchand forain sera ausculté par une jurée lingère qui s'assurera de la bonne qualité du produit. Le 3 janvier 1645,
la corporation refonde ses statuts. Nulle ne peut plus être maîtresse lingère si elle n'est pas de bonne vie et mœurs, et a fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine, sous peine d'être chassée de la Jurande et devoir fermer sa boutique. Le dimanche est jour de fermeture et tout colportage dans Paris, proscrit. Selon leur statut daté de 1745, la corporation est gouvernée par 4 jurés. Chaque année, 2 sont élus, une femme et une fille majeure. Elles prêtent serment auprès du procureur du roi, de bien et dûment vaquer aux visites, des boutiques, et faire garder et observer les privilèges, statuts et ordonnances concernant la communauté. En 1621, 2 hommes sont admis comme jurés et conservent cette fonction jusqu'en 1640, grâce à un jugement rendu par le Châtelet. Or, la corporation, faisant appel auprès du Parlement, obtient gain de cause par un arrêt du 5 mai 1640, interdisant cette fonction à tout homme. Une entorse toutefois dans l'exclusivité de leur commerce. Le roi fait modifier leur statut en date du 23 juillet 1782. Désormais, les bourgeois de Paris pourront faire leur linge pour le bon usage et la consommation de leur maison seulement par des ouvrières à la journée ou par les filles et femmes composant les communautés religieuses ou qui y sont rentrées ou enfermées, ainsi que dans les hôpitaux ou autres établissements de piété ou de charité. Cynthia Truand, dans Corporation féminine à Paris au XVIIe et XVIIIe siècle, explique que les marchandes lingères ont joui d'une prospérité plus importante relativement que celle de la plupart des maîtresses couturières. Or, pour conserver fortune et avantage, la corporation a réduit sciemment le nombre de maîtresses et donc de boutiques, et leurs ouvrières étaient peu payées, certaines étant même très pauvres. Cynthia Truand révèle également les réflexions des marchandes et maîtresses lingères adressées au roi, lorsque Louis XVI veut faire interdire les corporations. En effet, affirme-t-elle, leur métier est le seul qu'il ait été permis à des femmes de faire leur chef, le seul qui puisse être récompensé dans un âge mûr par une qualité sociale effective, le seul où elle n'ait besoin ni de se louer à un entrepreneur avide, ni de se soumettre à un associé tyrannique déguisé sous le nom de mari. L'accès de tous les métiers aux femmes. Jacques Turgot, intendant général de Louis XVI, voulut supprimer le régime inégalitaire des corporations. Le Parlement de Paris et l'ensemble des corps de métiers s'y opposant, il fut renvoyé. Les corporations féminines avaient adressé aux autorités des arguments pour cela. Certes, elles dénonçaient qu'on ne respectait pas la nature spécifique des hommes et des femmes à exercer certains métiers, comme le non-respect des bonnes mœurs en mélangeant les deux sexes. Mais elles arguèrent aussi que cette suppression induirait une injustice et une perte d'indépendance pour les femmes. Les corporations rétablies, après 1776, un édit royal permet l'accès des femmes à toutes les professions. Mais dans Paris, cela ne profite qu'à peu d'entre elles. Dans le recensement de 1786, les maîtresses sont sous-représentées dans les métiers anciennement interdits au sexe féminin. 6 drapières, 2 bouchères, 2 épicières ou 2 limonadières, une seule chandelière sur 1300 mètres dans ces corporations. Parmi les tailleurs d'habits, si l'on dénombre 8 femmes sur 52 mètres, celles-ci sont en majorité épouses ou filles de tailleurs d'habits. Les nouveaux maîtres venus dans la corporation des lingères vont n'être que des hommes. Côté ouvrières, cela va empirer. Elles en retirent une baisse notable de leur salaire par rapport aux hommes, les marchands pratiquant une concurrence à outrance entre les sexes. Et les femmes vont se faire mal voir de leurs homologues masculins. La Révolution française abolit définitivement les corporations en 1791. Un statut particulier, la mère dans le compagnonnage. Celle-ci existe en marge des corporations et à l'intérieur de sociétés masculines secrètes que l'Église, le pouvoir royal et les métiers constitués n'ont de cesse de pourchasser à la fin du XIIIe siècle. Le compagnonnage peut être daté du XIIe siècle, dans le cadre de la construction des cathédrales. Les ouvriers s'en rapportant, se dénomment compagnons, ils échappent à la subordination des maîtres établis dans les communautés de métiers. En 1568, le prévôt de Paris mentionne 1268 ouvriers dits voyageurs. Au XVIIIe siècle, l'abbé Grandidier découvre des preuves datées de l'édification de la cathédrale de Strasbourg au XIIIe siècle. Il y a mention de voyages de compagnons, d'assistance mutuelle, de rites particuliers et d'une mère qui tient une auberge. Dès qu'ils sont pourchassés, les compagnons se regroupent en compagnons du devoir en 1470. Or dès qu'ils ont droit de cité,
des statuts corporatifs évoquent de fortes amendes pour les ouvriers qui les fréquentent et les maîtres qui les embauchent. Au XVIIIe siècle, certains statuts dénoncent les lieux où ils se rassemblent. Ainsi, en 1784, le corps des plâtriers de Nantes prohibe à ses ouvriers de s'assembler chez la Perrot, rue des Carmes sous prétexte de compagnonnage. Cet aubergiste doit être la mère des compagnons plâtriers nantais. Agricole Perdiguier, dans le livre du compagnonnage paru en 1857, qui fut compagnon du devoir sous le pseudonyme d'Avignonnet la Vertu, explique les fonctions de la mère. Son rôle et ses émoluments sont réglés dans un contrat en bonne et due forme. Ainsi, par exemple, les compagnons de passage à Paris qui découcheraient au lieu de dormir dans la maison de la mère sont redevables de lui payer une nuitée. La mère tient souvent une auberge ou une pension de famille. Elle est élue par une assemblée de compagnons et les reçoit lorsqu'ils font étape dans sa ville. Elle doit être obligatoirement mariée, d'une probité et de mœurs reconnues. Elle est maîtresse de maison, lingère, aubergiste, parfois infirmière dans ce clos du compagnonnage où les rixes sont fréquentes entre confréries voisines ou contre des ouvriers soudoyés par les corporations établies ou la police. La mère fait l'objet d'une réception rituelle et solennelle à sa prise de fonction. De même, elle a une place d'honneur dans toutes les cérémonies du compagnonnage. Son époux devient le père des compagnons, ses enfants en sont les frères et sœurs. La mère est donc une véritable mère pour les compagnons qui sont devenus ses fils. Elle les accueille, leur assure gîte et couvert, les réconforte dans leurs blessures de la vie. Elle joue aussi une fonction capitale dans l'organisation du compagnonnage. Or, c'est l'unique posture accordée à une femme puisque cette organisation leur est absolument interdite. Nourrice en vexin français au XVIIIe siècle. La fonction de nourrice ne date pas du XVIIIe siècle. On retrouve trace de cet allaitement particulier au XIIIe siècle, dans l'aristocratie qui confie sa progéniture à des nourrices. Au début du XVIIe siècle, la noblesse et la bourgeoisie engagent plutôt des nourrices à domicile. Or, au siècle suivant, ce métier connaît une massification pas seulement due aux classes précitées. Les populations ouvrières urbaines envoient massivement leurs gosses en nourrice à la campagne, pour ne pas perdre le salaire des épouses. En 1780, à peine 5% des enfants sont allaités par leur mère et 5% confiés à des nourrices dans le même lieu de vie des parents. Selon la Revue française de généalogie, à Paris, sur 21 000 enfants nés en 1780, 1000 sont nourris par leur mère, 1000 autres par une nourrice à domicile et les 19 000 restants hors de la capitale. Un peu d'histoire. Sans remonter à l'Antiquité, où égyptiennes et romaines aisées laissent leurs bébés à des subalternes chargés de donner le sein, les femmes de noble naissance et celles des premiers bourgeois confient également leur progéniture à des nourrices au Moyen Âge. À Paris s'installent des femmes dénommées recommandaresses, dont le métier consiste à procurer des nourrices à la demande. Sous la coupe d'entremetteurs, elles louent des chambres pour exercer ce métier à des tarifs prohibitifs. Mais ces honteuses spéculations et des malversations de toute nature forcent le pouvoir royal à réagir. Le premier texte réglementant la profession est l'ordonnance datée du 30 janvier 1350. Elle instaure un bureau central des recommandaresses. Elle circonscrit l'exercice de nourrice à quelques femmes choisies. Elle fixe le tarif à 100 sols l'année pour les nourrices exerçant hors du logis, à 18 deniers pour la location d'une chambre et punit du pilori toute recommandaresse qui louerait nourrice et chambre 2 fois l'an. Au XVIIe siècle, Louis XIII fixe le nombre de recommandaresses dans Paris à 4 et punit d'amendes sages-femmes et aubergistes, recevant, retirant ou louant des nourrices, qui n'en seraient pas. En janvier 1715, une ordonnance royale interdit aux nourrices, en cas de grossesse ou de toute autre maladie, de prendre ou de recevoir des enfants pour les allaiter, sous peine du fouet et de 50 livres d'amende payables par leur mari. En 1756, une sentence faisant jurisprudence interdit à toute nourrice de mettre couché à côté d'elle dans le même lit les nourrissons confiés à ses soins, sous peine d'une amende de 100 livres pour la première fois et d'une punition corporelle exemplaire en cas de récidive. En 1769, un édit supprime l'institution des recommandaresses à cause de l'immoralité autour de cette fonction. En ce siècle, un code des nourrices est instauré. Interdiction aux nourrices de se charger de nourrissons avant le sevrage de leur propre enfant, lequel ne peut être âgé de plus de 7 mois.
Prévenance des parents des nourrissons si la nourrice est enceinte, sinon le fouet et 50 livres d'amende pour la coupable. Fondation d'un bureau de nourrices dans Paris afin de procurer aux mères de famille des nourrices dont la santé, la moralité et la position ont été préalablement constatées et assurer en même temps à ces femmes la parfaite intégrité de leur salaire. Obligation pour la nourrice d'avoir chez elle un garde-feu et un berceau pour le nourrisson, et qu'elle a sevré son propre enfant, dont l'âge est fixé d'une manière authentique par l'extrait des registres paroissiaux de sa commune, et qu'elle n'a pas d'autre nourrisson. Toute nourrice doit être également munie d'un certificat qui constate qu'elle est de bonne vie et de mœurs. Ce document est paraphé par le curé de la paroisse, celui-ci certifiant qu'elle et son mari sont de religion catholique apostolique et romaine. Est adjoint aussi l'extrait baptistère du dernier enfant, dont la nourrice a accouché. Portrait d'une nourrice au XVIIIe siècle. Si en 1675, le docteur Guérin, dans Méthode d'élever les enfants selon les règles de la médecine, écrit quelques lignes sur les nourrices, au siècle suivant les auteurs sont plus prolixes sur ce sujet. Le dictionnaire de Trévoux, écrit par les jésuites entre 1701 et 1771, précise qu'une nourrice est une femme qui donne à téter à un enfant et qui a soin de l'élever dans ses premières années. Elle doit être saine et de bon tempérament, avoir une bonne couleur et la chair blanche. Elle ne doit pas être ni grosse ni maigre. Il faut qu'elle soit gaie, gaillarde, éveillée, jolie, sobre, chaste, douce et sans aucune passion violente. Jacques Médard, médecin accoucheur à Rouen, fixe l'âge d'une nourrice entre 25 ans et 30 ans. Elle doit avoir eu 2 ou 3 enfants car plus jeune elle n'a jamais autant de lait. De plus, il est à craindre qu'une jeune femme sans beaucoup d'expérience ne puisse avoir tout le soin possible pour un enfant. Jean-René Tenon, 1724 à 1828, chirurgien des hôpitaux de Paris et directeur de la Salpêtrière, établissement à l'usage des femmes, membre de l'Académie des sciences, a aussi un avis sur le choix d'une nourrice. Il faut pour la voir bonne qu'elle soit brune, non pas blonde, encore moins rousse. Nos opérations de chirurgie sont moins heureuses sur les gens de cette couleur. Il faut qu'elle ait de belles dents, émail blanc et reluisant, les gencives vermeilles et fermes, les seins et les mamelons bien formés. Qu'elle ait déjà allaité et élevé 2 de ses enfants, qu'ils se portent bien. Il faut qu'elle ait les passions douces, qu'elle soit de race saine, que son mari jouisse de bonne santé, que nul dans sa famille ne soit épileptique, prakylique, goutteux, scorbutique, sujet à l'oppresse, à la phtisie. Qu'elle ne soit pas sujette à prendre du vin, que d'ailleurs elle soit de bonne mœurs. Qu'elle ait une sorte d'aisance pour ne se nourrir que d'aliments sains, qu'elle habite un pays de pâturage et de grains de préférence à un pays de vignobles, un climat sec et chaud et non pas humide et froid. Que son habitation ne soit pas exposée au nord ni au couchant. Cette opinion ne dépareille pas de l'avis de Jacques Guillemot, chirurgien des rois Henri III et Henri IV sur les qualités nécessaires à toute nourrice. Être de médiocre taille, ni trop grande, ni trop petite, ni trop grasse, ni trop maigre, ni trop grosse, les bras et les jambes charnues, chair ferme. Les brunettes sont retenues pour les meilleures, ainsi que celles qui ont le poil châtaigne. Les mamelles seront de moyenne grosseur. Le mamelon situé au milieu doit être un peu élevé et vermeil comme une petite fraise. Être de bonne mœurs, sobre sans être adonné au vin ni à la gourmandise, gracieuse sans se fâcher ni se courroucer, car il n'y a rien qui corrompe plus le sang que font la tristesse et la colère. La mise en nourrice. Si un courant de pensée cherche à valoriser fortement l'allaitement maternel au XVIIIe siècle, par les urgences de la vie, comme pour des commodités d'esprit, le placement en nourrice se développe. Or, pour les classes laborieuses qui le peuvent, placer son enfant constitue pour une mère de conserver son emploi après couche et donc de subvenir au quotidien du foyer. Mais à qui donner son nourrisson ? Michel Jeanne a étudié les 112 nourrices de Drocourt, bourg du Vexin français à 12 lieues de Paris, bien desservie par le réseau des routes et des chemins. Cette bourgade se situe après... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.